Quand on pense aux mangas qui ont marqué le shonen Neketsu, on évoque très souvent Dragon Ball pour ses combats pyrotechniques, ses transformations, et beaucoup citeront sans doute Naruto pour le parcours de son héros et sa rivalité avec Sasuke. D'autres évoqueront sans doute Bleach ou encore One Piece pour tout un tas de raisons. Et pas Fairy Tail ? Selon moi, il y a un manga old school trop souvent mis de côté alors qu'il a eu une influence indiscutable sur le shonen Neketsu. Un manga qui passe aujourd'hui pour ringard, désuet et un peu nanardesque, alors qu'il a en quelque sorte inventé un type d'arc, ou en tout cas popularisé un type d'arc, un type de narration qui est repris quasiment dans tous les shonen du genre, et qui donne à chaque fois des arcs légendaires. Je parle bien sûr du manga Saint Seiya de Masami Kurumada et du fameux arc du sanctuaire. Seiya. C'est incroyable, comment fait-il pour se relever alors que la mort lui tend les bras? Et là tu te demandes très certainement, mais c'est quoi Saint Seiya? Sérieusement là ? Bon, on va quand même prendre 2 minutes pour résumer l'arc du sanctuaire, mais avant ça, petit instant passion. This is Joker. The mission is go. Ici petit chef, j'ai infiltré le bâtiment. Je l'ai enfin trouvé. C'est l'instant passion. Par ici la moula. On peut savoir ce que tu fous là? Bah, je joue à Persona 5. C'est quoi ça? Tu connais pas Persona 5 ? Bah non. Ah sérieux ? Bah bouge pas, je vais te montrer. Persona 5 est tout simplement un des meilleurs JRPG de sa génération. Le jeu s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde et s'est hissé parmi les jeux PS4 les mieux notés sur le site Metacritic. Accusé à tort d'une agression et transféré malgré lui dans un lycée de Tokyo, Joker le protagoniste est en proie à un rêve étrange. Tu es bel et bien prisonnier du destin, dans un avenir proche c'est la ruine qui t'attend. Afin d'être réhabilité, il doit protéger les autres des désirs pervertis en enfilant le masque d'un voleur fantôme. Explorez Tokyo, débloquez des personas, personnalisez votre repère de voleur, découvrez des fins alternatives et plus encore en suivant une histoire prenante ancrée dans un quotidien tokyoïde plein de mystères. Devenez le meilleur des voleurs fantômes et découvrez le pouvoir qui sommeille en vous en explorant une multitude de donjons et en combattant pour la justice dans des combats en tour par tour stratégiques et intenses, le tout servi avec une direction artistique mémorable. Et une bande son de qualité, mais premium. Sorti initialement en 2016 au Japon et en 2017 aux US, uniquement sur les consoles Sony, ce jeu aux multiples récompenses revient cette année dans une édition royale, contenant l'intégralité des DLC de l'édition originale, avec en plus du nouveau contenu. Après des années d'attente, le jeu débarque enfin sur la famille des consoles Xbox ainsi que sur Windows, avec tout un tas d'optimisations et notamment graphiques, avec la compatibilité 60 FPS sur console et 120 FPS sur Windows. Et en plus, Persona 5 Royal a enfin obtenu sa localisation française, et on peut maintenant choisir entre les doublages anglais et japonais. C'est ça qu'on attendait. Mais oui. Enfin bref, plus d'une centaine d'heures de contenu pour un des RPG qui restera certainement dans le panthéon des JRPG. Alors j'avoue, c'est vrai que ça donne envie. Si tu aimes ce genre de jeu, tu peux y aller les yeux fermés. En plus, le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass à partir du 21 octobre 2022. Donc t'as plus aucune excuse pour pas l'essayer en fait. Clique sur le lien dans la description pour aller voir plus de détails. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Le grand Pop fomente une rébellion en trompant les Chevaliers d'Or pour qu'ils se soulèvent contre Athéna. Saori, la réincarnation d'Athéna, débarque au sanctuaire accompagné de Seiya, Shun, Shiryu et Yoga pour régler l'histoire. Sauf que le comité d'accueil est costaud et dans la baston, Saori se prend une flèche d'or dans le nibar. La bande à Seiya apprend que seul le grand Pop peut retirer la flèche d'or et que s'ils ne parviennent pas à le vaincre dans les 12 prochaines heures, elle mourra définitivement. Les 4 frères, oui parce que dans le manga ils sont tous frères, vont devoir traverser le sanctuaire et ses 12 maisons, chacune gardée par un chevalier d'or, pour atteindre le palais du grand Pop et lui péter la gueule pour sauver Athéna. Il va s'en suivre des combats épiques, des sacrifices, du dépassement de soi, du pouvoir de l'amitié et aussi des montées d'escalier. Beaucoup de montées d'escalier, surtout dans l'animé. Bon, assez perdu de temps. En avant, chevalier. Allons-y. Cet arc est légendaire, tellement légendaire que même les gens qui n'ont pas lu ou vu l'animé ou le manga Saint Seiya connaissent cet arc. C'est l'arc qui a défini le manga et à bien y regarder, tout ce qui se fera après cet arc, que ce soit dans le manga original ou bien dans la myriade de spin-off qu'il y a eu, ben ça se basait systématiquement sur l'arc du sanctuaire. Les arcs Poséidon et Hadès reposent sur les mêmes principes que l'arc du sanctuaire.
Mais dis-nous, chef, quels sont donc ces principes? Eh bien, je m'en vais vous les énoncer de ce pas. Fort bien. Bon, quels sont les principes, les composantes nécessaires à l'élaboration d'un arc du sanctuaire? Petit 1, il faut que les personnages aient pour objectif de se rendre à un endroit précis, ou en tout cas doivent atteindre un objectif précis, qui implique qu'ils se déplacent. C'est le cas dans Saint Seiya, ils doivent traverser les 12 maisons pour atteindre le palais du Grand Pop. Ah, je vois. Numéro 2, il faut une échéance temporelle. Les personnages doivent avoir une limite de temps pour atteindre leur objectif. Ici, ça va être la limite des 12 heures. Ça rajoute énormément de tension d'avoir un temps limité pour réussir. Non, il a ouvert les yeux. Numéro 3, les obstacles/opposants. Il faut que sur le chemin, les personnages rencontrent des obstacles, incarnés par des antagonistes, des opposants très puissants, mais moins que le boss final. On peut aussi les appeler les méchants intermédiaires. Dans Saint Seiya, ces méchants intermédiaires sont les Chevaliers d'Or, ou plutôt les Gold Sands, si on veut se la jouer puriste. Si tu ne comprends pas le sens de ces paroles, je ne peux que partager l'opinion de Phénix. Tu es un misérable qui n'est pas digne de nous affronter. Petit 4, se sacrifier pour l'équipe. Les personnages sont pressés par le temps et ne peuvent pas se permettre de s'arrêter tous à chaque étape pour taper le méchant. Du coup, il faut toujours qu'un gentil propose de se sacrifier pour l'équipe et reste en arrière affronter l'obstacle, autorisant le reste du groupe à continuer sa progression. Dans Saint Seiya, c'est quasiment ce qu'il se passe à chaque maison, mais pour l'exemple, on va parler de Yoga, qui reste affronter son maître Camus dans la maison du Verseau, pendant que ses potes passent à la maison suivante. 5, ai-je besoin de le préciser, le héros, le personnage principal, se tapera contre le grand méchant. Bon, ce sont selon moi les principaux principes d'un arc du sanctuaire. Et si tu regardes la plupart des shonen neketsuesques les plus connus, tu devrais assez vite te rendre compte que la plupart possèdent au moins un arc du sanctuaire. L'arc de la poursuite de Sasuke dans Naruto, quand Naruto part avec Shikamaru, Neji, Kiba et Shoji, 5 garçons qui doivent rattraper les ninjas du son qui ont enlevé entre guillemets Sasuke avant qu'il passe la frontière du pays du feu. Sur le chemin, les membres du groupe affronteront chacun un adversaire pour permettre au groupe d'avancer, et au final on terminera par un duel Naruto versus Sasuke. C'est un arc du sanctuaire. L'arc de l'invasion de la Soul Society dans Bleach. Ichigo et ses potes, ils doivent traverser le Sereitei avant que Rukia se fasse exécuter, et sur le chemin le groupe va se séparer pour affronter différents ennemis et permettre au groupe d'avancer. Et le combat final sera Ichigo versus Byakuya, c'est donc un arc du sanctuaire. D'ailleurs l'arc Wekomundo c'est aussi un arc du sanctuaire, hein. Ouais. Enies Lobby dans One Piece, les chapeaux de paille doivent à tout prix rattraper Spandam qui emporte Robin, avant qu'ils atteignent les portes de la justice et qu'elle disparaisse à tout jamais dans les geôles du gouvernement mondial. Sur leur chemin, les membres d'équipage devront à chacun affronter un agent du CP9, et au final Luffy affrontera Rob Lucci. C'est un arc du sanctuaire. L'arc des 8 préceptes de la mort dans My Hero Academia. Les héros doivent traverser le repère d'Overhaul avant qu'ils ne s'enfuient avec la jeune Eri. Des héros restent affronter les sbires pour permettre au groupe d'avancer. Et ça se termine par Midoriya versus Overhaul. C'est donc un arc du sanctuaire. L'arc final de Demon Slayer, c'est aussi carrément un arc du sanctuaire, mais je ne vais pas spoiler. Même dans Dragon Ball, on a eu un tout petit arc du sanctuaire. Durant l'arc bout, Kaioshin, Gohan, Goku et Vegeta entrent dans le vaisseau de Babidi et doivent affronter à chaque étage l'un de ses sbires avant que le cocon de boue ait fait le plein d'énergie, et aussi pour délivrer Piccolo et Krillin qui sont changés en pierre. Bon, il n'y a pas vraiment le côté sacrifice pour l'équipe, mais ça marche. Les principes que je viens d'énoncer ne sont pas immuables, on peut tout à fait jouer avec. D'ailleurs, je dis tout ça, mais en réalité, il s'agit là d'une théorie personnelle. Parce que moi c'est mon truc depuis le début sur cette chaîne, c'est d'analyser, étudier comment sont racontés les mangas, et tout particulièrement les shonen neketsu. J'aime observer et comprendre les récurrences, les techniques de narration. C'est d'ailleurs le sujet de mon livre Manga Story, décryptage du shonen, analyse des thèmes, des archétypes, de la mythologie et des concepts, disponible en librairie.
Le lien est dans la description. Instant promo justifié. Propre. N'est-il pas? Fort bien. À vrai dire, je ne sais pas si dans les mangas que j'ai cités, et la liste n'est pas exhaustive, les mangaka avaient pleinement conscience de reproduire ce schéma de l'arc du sanctuaire, ou si c'est un format qui vient instinctivement. Un peu comme les arcs de type tournoi, dont on a déjà parlé en vidéo et dont les avantages narratifs sont à peu près les mêmes. Un arc du sanctuaire permet de concentrer la narration à l'essentiel. Nul besoin de motiver les combats par autre chose que l'adversaire m'empêche tout simplement d'avancer. Le contexte est hyper épuré et permet donc de plus s'amuser avec les personnages, que ce soit à coup de flashback ou de transformation, ou encore de techniques secrètes de derrière les fagots. Les quelques arcs du sanctuaire que j'ai cités sont tous des arcs très appréciés des lecteurs, tout comme la plupart des arcs tournois de ces mêmes mangas d'ailleurs. Il y a d'ailleurs selon moi un autre type d'arc incontournable du shonen neketsu, mais ça nous en parlerons une autre fois. Bref, tout ça pour dire que pour moi, ça ne fait aucun doute que l'arc du sanctuaire dans Saint Seiya est l'un des arcs les plus importants de l'histoire du shonen, et que le manga Saint Seiya est l'un des mangas les plus influents, dont l'influence se fait sentir même sur les shonen neketsuesques récents, mais pour d'autres raisons que l'arc du sanctuaire. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Que la passion te guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.